Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On parle souvent dans l'actualité des homejacking, ces vols commis en présence des occupants d'une maison ou d'un appartement. De nombreuses personnalités en ont été victimes. Par exemple, le 4 juillet, une influenceuse, Soraya Rifi, chez elle à Marseille, la jeune femme de 30 ans, suivie par 1 million d'abonnés Instagram, a expliqué avoir été ligotée, frappée et menacée par plusieurs agresseurs dans son appartement. Le phénomène touche aussi des particuliers qui ne sont pas dans la lumière. Alors quelle est son ampleur ? Depuis quand ce type de vol est-il plus fréquent ? On fait le point dans Code Source aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Damien Delseny, chef du service police-justice, et Victoire Affringue-Moulard de notre cellule police-justice Île-de-France. Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 juin, dans les Hauts-de-Seine, des malfaiteurs font irruption dans la maison de Christophe Beaugrand, le journaliste et présentateur de Secret Story sur TF1. Christophe Beaugrand, 48 ans, est avec son mari et leur fils de 5 ans. Damien Delseny, racontez-nous la suite. Alors, ils sont à l'étage, c'est une maison avec un étage. Eux, ils dorment dans leur chambre. Leur fils de 5 ans dort dans une chambre qui est juste à côté. Et dans le milieu de la nuit, ils sont alertés, réveillés par les aboiements de leur chien, qui lui est au rez-de-chaussée de la maison. Le compagnon de Christophe Beaugrand décide de descendre, voir ce qui se passe, parce qu'un chien qui aboie au milieu de la nuit, c'est toujours un peu suspect. Et en arrivant en bas de l'escalier, dans le salon, il se retrouve face à face, nez à nez, avec deux hommes qui sont armés de clubs de golf. Il est un peu pris de panique, il remonte au niveau des chambres. Pendant ce temps-là, Christophe Beaugrand, lui, est allé vers son fils de 5 ans. Il l'a pris avec lui, ils sont allés se réfugier sur le toit de la maison, parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et donc le compagnon de Christophe Beaugrand, il tente de donner l'alerte comme il peut, mais il est poursuivi par ces deux hommes avec leur club de golf jusqu'à l'étage. Et à l'étage, ils vont le frapper avec le club de golf, frapper à la tête. Et surtout, ils vont le faire basculer par-dessus un balcon. Et il va faire une chute de plusieurs mètres en contrebas. Ensuite, les agresseurs vont quitter les lieux. Ils s'aperçoivent sans doute que il y a beaucoup de bruit, il s'est passé beaucoup de choses, donc il ne faut pas rester sur place. Donc eux s'enfuient. Les secours vont arriver pour prendre en charge le compagnon de Christophe Beaugrand, qui a quand même à la fois une plaie saignante à la tête importante due au coup de club de golf, et qui surtout s'est fracturé le poignet en tombant du balcon. Damien, on ne compte plus les célébrités qui ont été victimes de homejacking ces dernières années. Donc oui, il y a eu Bruno Guillon qui est animateur télé et radio. On a eu des joueurs du PSG, Donnarumma, le gardien du PSG italien, qui a été même frappé également pendant le homejacking. La famille de Marquinhos aussi, le joueur du PSG, qui a été agressé à domicile. Et aussi la chanteuse Vita. Alors, c'est pas une criminalité qui est liée à la célébrité. Simplement, évidemment, il y a chez les agresseurs et chez les voyous la volonté de se retrouver dans des endroits où il y a des valeurs, où il y a de l'argent, où il peut y avoir des bijoux. Donc oui, quand vous êtes entre guillemets un peu exposé médiatiquement, on part du principe que vous allez avoir des valeurs chez vous. Le 10 juin, Damien Delseny, avec vous, Victoire Affringue-Moulard, vous avez signé un dossier dans Le Parisien sur ce sujet. Vous avez aussi répondu sur leparisien.fr aux questions de nos lecteurs. 45 questions posées, le sujet intéresse beaucoup. Et l'un de nos lecteurs, Victoire, s'est plaint du fait que les journalistes mettent souvent en avant les célébrités alors que lui-même a été victime d'un homejacking. Oui, en fait, il s'appelle Axel, il est parisien et il nous a confié avoir été lui-même victime d'un homejacking. Alors c'est vrai, on parle souvent des homejacking de célébrités, ça prend de la place dans l'espace médiatique. Mais nous, aux Parisiens, on raconte chaque semaine, malheureusement, l'histoire d'autres victimes qui ont été ciblées à leur domicile. Victoire Affringue-Moulard, vous allez nous raconter justement à la fin de ce podcast 2 homejacking avec le cas d'une femme, notamment une mère de famille profondément traumatisée aujourd'hui. D'abord, pour bien comprendre, on va donner quelques éléments clés sur ce fléau. Un homejacking, c'est un vol par effraction qui se passe en présence des victimes. Est-ce que des fois, une tentative de cambriolage peut se transformer en homejacking ? C'est vrai que ces dernières années, les services de police spécialisés se sont en fait rendus compte que certaines équipes de cambrioleurs en fait étaient préparées aussi pour le homejacking. Jusqu'ici, en fait, c'était assez dissuasif le fait qu'il y ait des gens à leur domicile. Aujourd'hui, en fait, ils se sont rendus compte que c'était plus le cas, que les cambrioleurs étaient parfois aussi équipés de l'attirail du homejacker. Donc voilà, ce qu'ils appellent les outils du saucissonneur, quoi. C'est-à-dire ? Par exemple, on a des serre-flex, ces liens en plastique qui sont plutôt utilisés
par les bricoleurs. On a aussi des marteaux ou des armes blanches pour contraindre en fait les victimes. Il y a eu une forte augmentation du nombre de homejacking après l'épidémie de Covid. Oui, en fait, c'est un phénomène qui est assez récent. On s'est rendu compte qu'avant le Covid, en fait, il y avait quasiment pas d'enquête qui était lancée pour des homejacking. Pour vous donner un peu une idée, le premier district de police judiciaire parisien, qui est compétent dans une partie de Paris, n'était quasiment en fait jamais saisi pour ce genre de fait en 2020. Et là, en 2024, ils ont mené 21 enquêtes en fait sur des homejacking. Alors j'ai d'autres chiffres à vous donner. En 2023, dans toute la France, on recensait 515 faits. Et en 2024, 550. Damien Delsoni, est-ce qu'il y a plus de homejacking aujourd'hui parce que les braquages de banques n'existent plus? Et d'abord, rappelez-nous pourquoi il n'y a presque plus de braquages de banques. Parce qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Tout simplement. Depuis quelques années, les banques se sont sécurisées justement pour lutter contre les hold-up. Si vous venez braquer un guichetier à la banque, il y aura quelques centaines, quelques milliers d'euros, mais le risque est très important pour un gain qui est minime. Donc, les voyous qui sont pas idiots, ils ont changé de cible, c'est-à-dire qu'ils sont allés vers des endroits moins sécurisés et le domicile particulier est forcément moins sécurisé qu'une banque. Donc, les équipes se sont plutôt tournées vers le cambriolage à domicile ou le cambriolage ou la séquestration ou le saucissonnage, comme on dit, ce qui leur permet d'obtenir des bijoux, des valeurs qui peuvent être revendues, des montres, un ordinateur, un iPhone, tout ce qu'on veut, ce qui est finalement facile à écouler pour eux, presque plus facile que des billets de banque qui peuvent être marqués. Vous savez, les banques ont tendance à marquer les billets pour justement pouvoir les tracer après. Donc finalement, le homejacking chez un particulier, c'est moins de risques parce qu'il y a moins de sécurité et c'est beaucoup plus rentable. Et pourquoi certains malfaiteurs préfèrent commettre des homejacking plutôt qu'un cambriolage classique? Quel est l'intérêt? C'est souvent pas toujours les mêmes profils en fait. Il y a des cambrioleurs professionnels qui sont des spécialistes, comme on dit, en ouverture de portes, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est leur métier, ils ouvrent des portes, ils savent ouvrir des portes, ils savent faire ça. Le homejacker, c'est en général un malfaiteur plus jeune, souvent moins expérimenté aussi, et qui, lui, va être plutôt dans le côté violent, surprise, surtout de se dire que la menace physique et la menace éventuellement avec des armes va lui permettre d'obtenir rapidement ce qu'il veut. Quand on déboule chez quelqu'un en pleine nuit, armé, cagoulé, forcément, on crée un choc psychologique immédiat qui fait qu'on va pouvoir obtenir assez vite, enfin en tout cas c'est ce qu'il pense, des montres, de l'argent, éventuellement s'il y a un coffre-fort, la combinaison pour pouvoir l'ouvrir. Donc il y a cette volonté d'augmenter le curseur de la violence. Les auteurs sont souvent jeunes, vous l'avez dit, environ 25 ans de moyenne d'âge d'après un commissaire cité dans Le Parisien. Est-ce que ça peut rendre le homejacking encore plus dangereux et traumatisant pour les victimes ? Alors, dangereux, oui, parce que non seulement on s'est aperçu que c'était des gens qui étaient jeunes, mais c'est surtout des gens qui sont très inexpérimentés. Et quand on est jeune et qu'on manque d'expérience, on est plus violent. Et on l'a vu sur des homejacking, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang-froid, il y a l'utilisation d'armes de temps en temps qui peut rendre la chose encore plus dangereuse. Et donc, comme ce sont en plus des jeunes qui sont recrutés uniquement pour ça, c'est-à-dire qu'ils savent parfois même pas où ils vont, on leur donne une adresse, on leur dit voilà, il faut aller là. Donc ils y vont, ils sont rapidement violents parce que rapidement paniqués aussi. Donc oui, le risque, il est beaucoup plus important, même si de toute façon, une agression à domicile, quel que soit l'auteur, c'est traumatisant pour la victime, qu'il soit jeune ou vieux, c'est la même chose. Mais en revanche, il y a plus de risques physiques, plus de risques que ça dégénère avec des jeunes. Une précision importante, on parle beaucoup dans les médias de homejacking parce que c'est relativement nouveau et très spectaculaire, très violent, on va y revenir. Mais il y en a environ 400 fois moins que des cambriolages classiques. Des cambriolages, il y en a un peu plus de 200 000 chaque année en France. C'est pas tout à fait juste de dire que le homejacking est quelque chose qui n'a jamais existé. Ça s'appelait autrement avant, ça s'appelait des saucissonnages. Pourquoi on appelait ça comme ça ? Parce qu'en fait, on allait chez les gens et on les entourait de rubans adhésifs, on leur mettait un bâillon et éventuellement on leur tapait dessus pour leur demander où était le magot. Donc ça existait dans l'histoire du banditisme français depuis longtemps, mais effectivement, les personnes qui commettaient des saucissonnages étaient en général des malfaiteurs assez chevronnés, assez âgés, et qui ciblaient vraiment des victimes en particulier, des endroits où ils étaient sûrs qu'ils allaient trouver beaucoup d'argent. Ce qui a changé, ce qui fait le nouveau visage un peu du homejacking aujourd'hui, c'est que on tape un peu partout, n'importe comment, avec des équipes à tiroirs qui se connaissent pas entre eux, des gens de plus en plus jeunes. Et effectivement, ça a créé cette augmentation un peu notable des homejacking, mais qui effectivement, en volume et en masse, sont beaucoup moins importants que les cambriolages classiques. Victoire Afringue-Moulard, d'un mot, c'est un phénomène en grande partie parisien.
Oui, en fait, les chiffres sont assez éloquents. Sur les 550 faits qui ont été recensés en 2024, donc plus de la moitié ont été commis à Paris et en petite couronne. Et en fait, ça s'explique notamment par le fait que, voilà, il y a des personnes qui ont les moyens à Paris, notamment dans les beaux quartiers ou dans les banlieues un peu chics, notamment les Hauts-de-Seine, par exemple. Voilà, les malfaiteurs, en fait, vont trouver des victimes qui ont de l'argent, en fait. On va voir maintenant comment procèdent les auteurs de homejacking. Victoire Afringue-Moulard, les malfaiteurs se servent souvent d'informations, de données trouvées sur Internet. Oui, en fait, on s'est rendu compte que les malfaiteurs ciblaient vraiment leurs victimes. Dès lors qu'on va montrer des signes extérieurs en fait, de richesse, on devient une véritable cible pour ces gens-là. Et à partir de ce moment-là, ils vont utiliser toutes les informations que vous allez pouvoir leur donner. On parlait des influenceurs qui vont faire des vidéos, des photos depuis leur domicile. Et en fait, ils vont utiliser ça pour tenter de localiser les adresses et les retrouver en fait. Comment ils font concrètement ? Alors, il y a des logiciels de reconnaissance d'images qui existent. On parlait des photos. Si vous faites une photo depuis le balcon de votre appartement, ils vont prendre cette photo, ils vont la mettre dans ce logiciel de reconnaissance d'images qui va leur proposer plusieurs options et vont pouvoir potentiellement retrouver l'adresse exacte. Autre élément que vous donne un policier spécialisé, dans certains cas, des livreurs revendent des informations permettant de cibler des victimes. Oui, alors c'est beaucoup revenu dans leurs enquêtes. Ils se sont rendus compte que des installateurs de la fibre, des livreurs ou même des installateurs d'alarme avaient vendu en fait ces informations-là, puisqu'on a tendance aujourd'hui, quand on aura recours à un service de livraison de repas par exemple, à donner assez facilement les codes des informations aussi sur l'étage, la porte de l'appartement, voilà, tout ce genre d'informations qui vont pouvoir en fait revendre ces informations à des gens mal intentionnés. Et d'un mot, les policiers conseillent aux habitants des beaux quartiers de descendre quand ils se font livrer à manger. Oui, tout à fait. En fait, il faut éviter le plus possible de donner des informations et donc les codes, l'étage de votre appartement, ce genre d'éléments qui, en fait, s'avèrent très précieux pour ces malfaiteurs. À l'inverse, Victoire, parfois les malfaiteurs cherchent des cibles tout simplement dans la rue, dans les beaux quartiers, en observant. Par exemple, sur un marché, ils vont peut-être trouver, une petite dame avec un vison, un sac de luxe. À partir de ce moment-là, ils vont estimer qu'elle a de l'argent. Et du coup, ils vont les suivre, repérer où elles habitent, l'étage où elles habitent, pour pouvoir ensuite organiser un homejacking par la suite. Damien Delsoni, ensuite, dans une partie des homejacking, il y a une première étape de repérage. Oui, alors quand l'équipe est un peu professionnelle, effectivement, cette étape, elle vise à se rendre sur les lieux quelques heures ou quelques jours avant et regarder un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a une alarme ? Est-ce qu'il y a un chien ? Les voisins sont loin, pas loin ? Quel peut être l'itinéraire de fuite pour éviter de se retrouver piégé ? Donc oui, il y a cette phase de repérage pour essayer de savoir où on met les pieds et pas avoir de mauvaises surprises, entre guillemets, le jour des faits. Quand les voleurs passent à l'acte, c'est souvent violent. Décrivez-nous le mode opératoire type. Le mode opératoire type, c'est basé sur effectivement l'effet de surprise, de sidération et la violence. Il faut imaginer quand même la scène, hein. Vous êtes en train de dormir, vous vous réveillez en sursaut et vous avez parfois au bout de votre lit ou dans votre salon des personnes cagoulées, souvent armées. Alors armées soit une arme de poing, ce qui est possible, soit une arme blanche, soit, là on l'a vu dans le cas de Christophe Beaugrand, des clubs de golf. Tout ça, en quelques secondes, vous vous retrouvez avec des gens qui sont rentrés chez vous et qui évidemment... eux ont un impératif, c'est de faire vite. Il ne faut pas rester longtemps. Plus on reste longtemps, plus on prend le risque que quelqu'un donne l'alerte, un témoin, un voisin ou quelqu'un qui est dans une autre pièce qu'on n'a pas vue. Donc, comme il faut aller vite, il faut être violent. Donc, très souvent, on commence d'abord par taper et après, on pose des questions. Victoire Afringue-Moulard, on le disait tout à l'heure, dans votre dossier du 10 juin dans Le Parisien, vous racontez 2 homejacking. Le premier, c'est celui d'un couple de Parisiens attaqué le samedi 19 avril. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ce couple ? Oui, alors c'est un couple de trentenaires, ils habitent dans le 10e arrondissement, dans un quartier qui n'est pas spécialement connu pour être riche. Et ce soir-là, quelqu'un frappe à la porte, quelqu'un qui se présente en fait comme étant un livreur. En réalité, au moment où ils ouvrent la porte, il y a 2 personnes qui débarquent dans l'appartement, qui vont se montrer immédiatement violents, qui vont les ligoter dans 2 pièces différentes, donc ce qui fait quand même monter beaucoup la tension. Ils vont presser la jeune femme surtout de leur donner ces sacs de luxe. Ils insistent lourdement, ils se montrent encore une fois très violents et en fait cette jeune femme elle n'a pas de sac de luxe. Pourquoi est-ce qu'il lui demande ça du coup ? En fait les policiers se sont rendus compte pendant l'enquête que l'ex du monsieur qui occupait l'appartement était une influenceuse, donc qui avait pas mal de sacs de luxe qu'elle mettait en avant sur les réseaux sociaux et c'est à partir de là qu'ils ont visé en fait cet appartement.
Damien Delsoni, les enquêtes sur les homejacking aboutissent environ dans la moitié des cas. Oui, alors c'est dû à plusieurs choses. D'abord, le relatif amateurisme des auteurs, on l'a dit, sont jeunes. Donc souvent quand on est jeune, on commet des erreurs, on laisse une empreinte, un ADN, un objet, voilà, quelque chose en route qui fait qu'on peut vous identifier. Il y a aussi évidemment toute la phase qui a été la phase de repérage et de préparation sur laquelle on peut éventuellement laisser des traces quand on fait des recherches internet, quand on utilise des téléphones portables, qu'on se rend compte que ces téléphones, ils ont borné à cet endroit-là la veille, ils rebornent le lendemain, donc ils bornent pendant le repérage, ils rebornent pendant les faits. Donc oui, il y a un travail technologique qui est fait, qui permet très souvent d'identifier les auteurs. Mais ceux qu'on a plus de mal à identifier, ce sont parfois les commanditaires, parce que les auteurs, ceux qui exécutent, il y a un taux de succès qui est relativement fort, un taux de réussite qui est relativement fort pour les identifier. Celui qui a commandité, qui n'a pas, entre guillemets, mis les mains dans le cambouis, lui, c'est parfois plus compliqué de remonter jusqu'à lui. Et à quelle peine sont condamnés les auteurs de homejacking quand ils sont jugés ? Alors, ça peut être très variable. Si vous êtes un primo-délinquant, comme on dit, c'est-à-dire que c'est la première fois que vous avez affaire à la justice, que les faits ne sont pas d'une gravité telle qu'il n'y a pas eu trop de violence de commise, etc., ça peut se compter en quelques mois de prison. Simplement, plus il y aura des violences, plus il y aura l'usage d'une arme, plus vous serez connu de la justice précédemment, si vous avez déjà un casier, etc., plus la peine sera importante. Ça peut même être plusieurs années de prison et surtout, ça peut être considéré comme un crime, c'est-à-dire ça peut être passible d'une cour d'assises. Là, quand on est devant une cour d'assises, on peut tout de suite avoir des peines qui dépassent 10 ans, qui sont autour de 15 ans. Si, encore une fois, les faits sont graves, les personnes impliquées sont connues, et s'il y a eu une sérialité, c'est-à-dire si vous avez fait 10 ou 15 homejacking et que vous êtes arrêté, forcément, les peines sont plus importantes. Victoire Affrinck-Moulard, l'autre cas que vous avez raconté récemment dans Le Parisien, c'est celui d'une mère de famille de 48 ans que nous appellerons Delphine pour préserver son anonymat. Elle habite dans le 16e arrondissement, elle a une fille de 15 ans et pour elle, la vie a basculé la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin. C'était le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Oui, et c'est pas elle qui nous raconte l'histoire, en fait, c'est son compagnon. Elle est trop marquée pour pouvoir nous parler, donc c'est lui qui va nous raconter ce qui s'est passé. Donc comme vous l'avez dit, c'est le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Il y a deux jeunes hommes, parce qu'ils sont là encore très jeunes, qui débarquent chez elle. Au départ, en fait, elle se rend pas bien compte de ce qui se passe. Elle pense que c'est sa plus grande fille qui rentre de soirée, mais ça fait du bruit, donc encore une fois, on est au milieu de la nuit. Elle se réveille et là, elle fait face à donc deux hommes cagoulés qui sont armés d'un petit marteau et qui rapidement vont encore une fois s'en prendre à elle et la frapper avec ce petit marteau. C'est d'autant plus angoissant qu'en fait dans une chambre voisine il y a sa fille qui dort là avec une amie, donc elle s'inquiète évidemment de ce qui peut leur arriver. Et forcément en tant que maman en fait dans ces cas-là on imagine le pire. Les voleurs ne s'en prennent pas physiquement aux deux ados. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles qui réussit à composer discrètement le 17. Les policiers vont suivre en direct le homejacking et quand les voleurs s'aperçoivent de cet appel en cours avec le 17, ils s'enfuient. Les policiers les ratent de peu. Delphine, elle est dans quel état aujourd'hui ? C'est encore une fois, c'est son compagnon qui nous le raconte. Elle a tout simplement envie de déménager en fait parce que ça lui rappellera éternellement cette agression très violente. C'est un traumatisme qui va d'ailleurs au-delà des lieux de cet appartement. Elle pense très souvent à cette agression. Quand on a son compagnon au téléphone, il nous raconte qu'il ne peut pas en fait la laisser toute seule. Elle est incapable d'aller travailler. Quand ils vont faire une course, elle ne peut pas rester toute seule dans la voiture. Voilà, elle est profondément traumatisée. Damien Delsoni, finalement, le préjudice de ces homejacking, il est surtout psychologique ? Il est essentiellement psychologique et surtout il est durable. C'est-à-dire que toutes les victimes qui vous parlent d'un homejacking peuvent être marquées à vie, vraiment, en tout cas pendant des années par ce qui leur est arrivé, parce qu'encore une fois, il y a une double violence. Il y a la violence, on rentre chez vous. Déjà, un cambriolage simple, c'est très traumatisant. Savoir que quelqu'un est rentré chez vous, même en votre absence, à circuler, à piquer des trucs, c'est déjà très traumatisant. Là, vous êtes chez vous, quelqu'un rentre alors que vous êtes présent, vous dormez. Si vous avez des enfants, le préjudice et l'impact psychologique, il est encore plus important parce que vous avez une impression de danger imminent pour la vie de votre enfant et votre vie à vous. Donc ces intrusions comme ça, en pleine nuit à domicile, qui sont très violentes, il
y a vraiment des gens qui ont une vie avant, une vie après, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus vivre normalement. Alors il y a plein de signes, hein. Il y a de l'hypervigilance, il y a des gens qui se mettent à se barricader chez eux, avoir 3 alarmes, tout un tas de dispositifs pour essayer d'empêcher ça. Il y a des gens qui déménagent, hein, parce qu'ils peuvent plus vivre à cet endroit-là. Mais vraiment, ça influe sur le sommeil, ça influe sur beaucoup de choses. Et c'est des agressions qui laissent des traces extrêmement profondes. Merci Damien Delsoni, Victoire Afringue-Moulard. Damien, je précise qu'on vous retrouve chaque semaine dans le podcast Crime Story, aux côtés de Claudia Prolongeau, une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti, Anaïs Godard et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source et Crime Story, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous invite aussi à nous laisser des étoiles, des commentaires et à partager.